se fait dans la tristesse. En effet, ce 1er mai, nous le célébrons au moment où notre pays est plongé dans la crise la plus grave qu'un pays africain a connue. Et c'est là, au moment où il y a une crise internationale grave. En effet, cette crise, c'est l'Ebola. Pourquoi l'Ebola s'est développé en Guinée? Il y a eu l'Ebola au Congo-Brazzaville, mais du fait de l'équipement du pays, le président Sassou Nguesso a fait encercler la sous-préfecture, donné à manger et soigner les malades, et l'Ebola s'est arrêté dans cette sous-préfecture et ne s'est pas étendu sur tout le Congo. Pourquoi l'Ebola s'est étendu en Guinée? Il est temps que le peuple de Guinée connaisse la vérité. Que ce soit au niveau des partis politiques ou des syndicats, il y a trop de démagogie, trop de déclarations pour se faire applaudir et se faire plaire. Voilà notre star. On n'a pas le courage de parler aux travailleurs. On fait la démagogie pour se faire applaudir. L'Ebola a commencé à Guéguédougou. On ne sait pas encore qu'est-ce que l'Ebola 1, c'est-à-dire le premier. On dit que c'est un bébé, on ne sait pas. Le médecin qui a soigné est tombé malade. Il est parti en Massanda. Le collègue qui l'a soigné est tombé malade, et tous les deux sont morts. Dans ce moment, on a commencé à se poser des questions. Pourquoi? C'est d'abord une des premières stars de notre pays. Nous n'avons pas de mémoire. Nous sommes des démagogues. La colonisation n'a pas fait que du mal. La colonisation nous a fait souffrir. Mais la colonisation aussi a des choses qui pouvaient nous servir. Donc, l'Institut Pasteur de Pastoria, tous les vaccins contre les serpents les plus dangereux étaient faits là-bas. Le PDG est venu, révolution, à bas l'impérialisme, on a tout jeté en l'air et on n'a plus de laboratoire pour pouvoir trouver les virus. Voilà la première réalité. Nous ne sommes pas, notre système hospitalier n'était pas capable de trouver les virus. Il a fallu que des médecins meurent à l'hôpital, donc à l'hôpital, ce qui fait, pour qu'on commence à se poser des questions, il a fallu envoyer le virus à Dakar, à l'Institut Pasteur, pour savoir si c'était l'Ebola. Mais c'était trop tard. L'Ebola avait déjà atteint Conakry. Parce que nous avons hérité d'un système sanitaire obsolète. Alors que pendant la période coloniale, la Guinée avait un des systèmes sanitaires les meilleurs. Qui ne se rappelle? Vous êtes trop jeune. Mais à l'hôpital, les pauvres, on les soigne, on les appelait les indigènes. On les soignait gratuitement. Mais le PDG est venu. Au lieu de laver le bébé et de jeter l'eau sale, on a jeté le bébé avec l'eau sale. Voilà une première vérité. La deuxième vérité, le PDG, il y a eu le camp Boireau, il y a eu les arrestations, il y a eu la dictature, mais aussi le PDG a laissé des usines plus de 100. Les papas, revus et corrigés, auraient pu permettre à la Guinée d'avoir de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons la chance en Guinée qu'aucun pays africain n'a. La base Guinée seule peut nourrir toute la Guinée pour le riz. La base Guinée seule. La forêt seule peut nourrir toute la Guinée. La Guinée seule peut nourrir toute la Guinée. Nous avons 3 régions qui chacune plus individuellement peut rendre la Guinée autosuffisante alimentaire. Pourquoi nous importons 300 000 tonnes de riz? Ceux qui s'intéressent à la lecture à l'histoire, ce qui n'est pas le cas dans la grande majorité des cadres guinéens, contrairement aux cadres sénégalais, ils auraient su que le gouverneur Roland Frey avait fait un plan de développement qui aurait permis à la Guinée d'aller très loin.
lorsqu'il a constaté que la France allait faire la guerre d'Indochine, ils ont décidé de faire de la Guinée le grenier de l'Afrique, de l'Union française. Ça veut dire quoi l'Union française? L'Afrique de l'Ouest, l'Ouest, l'AIF, plus les colonies. C'est en ce moment qu'on a commencé à faire des implantations de Monchon et autres, etc. Mais, lorsque, ensuite, le colonisateur français avait fait toute l'étude pour le barrage de Kounkouré, tous les plans étaient prêts, y compris les aménagements agricoles. Mais, les conditions dans lesquelles nous avons pris l'indépendance, l'Union d'Afrique était très fière à mener le gouvernement français à avoir une attitude totalement contraire à toute forme d'humanité. Ils ont emporté les plans. Donc, on ne pouvait plus faire le barrage de Kounkouré parce qu'il n'y avait plus les plans. Nous n'avons pas créé la monnaie guinéenne parce que nous l'avons voulu. La création de la monnaie guinéenne nous a été imposée parce qu'ils ont voulu assécher l'économie guinéenne. Quand les francs CFA partaient à Dakar, ils ne revenaient plus. Donc la Guinée a se retrouvée sans liquidité. C'est ça qui a amené la création de la monnaie guinéenne. Voilà. Donc, si jamais nous faisons une conférence nationale, j'ai toujours dit que la première personne qui sera condamnée, c'est le colonisateur français. Parce qu'il nous a imposé, après, nous avons osé prendre l'indépendance. On nous a imposé une situation inadmissible. Mais la Guinée n'a pas plongé grâce à la coopération de la Chine et de l'Union soviétique à l'époque. Mais l'Union soviétique a repris pour faire le barrage de Kounkouré avant le barrage d'Assouan en Égypte. Mais lorsque la classe des travailleurs a voulu, les enseignants ont présenté un mémorandum qui ne présentait que des revendications justes. On a crié au complot communiste, on a chassé les Russes, donc eux aussi, ils ont abandonné le barrage de Kounkouré. Sinon, on aurait eu le barrage avant le Ghana à Kousombo. Voilà les vérités. Mais, lorsque la deuxième république est venue, on a dit aussi, l'économie étatique, etc., etc., il faut privatiser, il faut privatiser. On voudrait privatiser dans un pays où il n'y a pas de riches, des gens qui peuvent acheter. Lorsque Chirac a voulu privatiser en France, Balladur, ministre de l'économie, a violé les règles du système capitaliste. Parce que le système capitaliste, ça veut dire que quand tu veux vendre une usine privatisée, c'est le mieux disant qui doit l'emporter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pour que les entreprises françaises ne soient pas contrôlées par les étrangers, il a fait ce qu'on appelle le noyau dur. C'est-à-dire, il a dit que 33% des actions doivent être réservées aux entreprises françaises, ce qui est contraire à la loi capitaliste. Mais il a eu raison, parce qu'il a voulu protéger l'industrie française. Qu'est-ce que nous on a fait? On va privatiser. Allez, l'État n'intervient plus. Mais privatiser, ça veut dire passer de l'économie, des usines appartenant à l'État, à des usines appartenant à des nationaux. Mais quel est le national qui pouvait acheter des usines? Il n'y en avait pas. On n'a pas privatisé. On a dépatrimonisé, c'est-à-dire on a transféré le patrimoine national à des étrangers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelques mois après, aucune usine ne marchait. La première république a resté plus de 100 usines. Où elles sont ces usines? Elles sont toutes fermées. Tous fermés. Pourquoi? Qui est responsable? Il faudrait citer la responsabilité. Lorsqu'il était député, le ministre de l'Industrie et du Commerce a dit publiquement l'État n'investira jamais, ne créera jamais d'usine. J'ai dit, monsieur le ministre,
n'ayez pas si peur du Fonds monétaire international. Soyez un peu plus courageux. Mais, si vous dites que l'État ne va pas créer d'usines, c'est les privés. L'État va de privé pour créer les usines. Qui va créer les usines? Un gouvernement intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des investissements qui ne sont pas rentables financièrement. Aucun privé ne va le faire. Il y a des investissements qui sont rentables économiquement, mais pas financièrement. Ils ne le feront pas. Donc, quel est le rôle de l'État? C'est de créer l'entreprise et quand ça devient rentable, de privatiser. Parce qu'en ce moment, il y aura des preneurs. Voilà ce que l'État responsable aurait fait. Non pas se coucher devant les organisations financières internationales qui ont dit, bon, etc., pas de statisme, pas de etc., etc. Mais, aujourd'hui, lorsque j'étais dernièrement à Crans-Montana, nous parlons en Suisse, à Davos, la présidente du Fonds monétaire m'a dit, on accuse le Fonds monétaire d'être responsable de l'Ebola. Elle m'a dit, au moins, vous seuls, vous m'avez félicité. Non. Ce qu'on veut dire, c'est que l'ajustement structurel que vous avez imposé aux pays africains nous a empêché d'avoir des bons hôpitaux, d'avoir des bons cadres. Parce que quand vous dites privatisation, quand vous dites ajustement structurel, de déflation, il faut distancer des fonctionnaires, etc., on ne peut pas avoir de médecins performants et autres. Donc, l'ajustement structurel a été une des causes principales de retard de l'Afrique. Malheureusement, nos cadres n'avaient pas de courage. Ils se couchaient devant le Fonds monétaire international contre nos propres intérêts. Alors, le président de Malaisie, Mahathir, lorsque le Fonds monétaire lui a dit ça, il a dit non. Il s'est opposé. Il a dit au Fonds monétaire de partir. La Malaisie, grâce à est devenu un des pays les plus avancés aujourd'hui. Parce qu'il a eu le courage de dire, moi je prends mes responsabilités. Je n'ai pas besoin du Fonds monétaire. Voilà comment la Malaisie, parce qu'il avait un premier ministre courageux, pas démagogue, qui parle au travailleur pour qu'il applaudisse, ou qui parle au peuple pour qu'il applaudisse. Il a mené sa politique et la Malaisie est un pays développé aujourd'hui. Donc, nous avons trouvé, quand j'ai été élu président, j'ai dit j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. Il n'y avait pas d'État en Guinée. C'est l'anarchie. Quand ça prend à Amadou, il s'arrête en plein milieu de la rue pour parler à sa copine et il a fait tout le monde de circuler sans la loi. Voilà la Guinée. On attrape un voleur, on le ramène au commissariat, on le tue, on le frappe à mort. C'est l'anarchie qui s'est installée. En 2 ans, à moins de 2 ans même, il est sorti du trésor plus d'argent que de l'indépendance à la mort du président d'Atrancourt qui réduit son âme. En 2 ans. Quand je suis venu, l'inflation était à 21%. La banque n'avait même pas une semaine d'importation. On n'avait aucun accord avec l'organisation nationale. La Guinée n'a jamais été capable de mener à son terme un programme avec le Fonds monétaire international. Donc nous avons été incapables d'avoir de PPTE, alors que les autres pays l'avaient eu depuis avant. Il a fallu donc accepter toutes les conditions du Fonds monétaire international afin de sortir de cette situation pour avoir des PPTE. Et je remercie et je suis fier du peuple guinéen, des travailleurs guinéens et des syndicats à cette époque. Je dis bien des syndicats à cette époque. Je précise à cette époque. Parce que si nous avons eu le PPTE, le gouvernement a travaillé, mais c'est seulement 10%. 60% c'est le peuple, 30% c'est les syndicats. C'est tout, je dis, parce que moi je ne vais pas faire de la vérité. Je veux dire la vérité et non pas mentir aux Guinéens. Mais lorsque
les leaders syndicaux eux-mêmes commencent à faire de la démagogie pour tromper le peuple, où on va. Nous avons entendu le premier discours du secrétaire général de la CNTG. Il vous a montré qu'il y a une crise internationale. Le prix du fer a baissé de 50% sur le marché. Les pays sont en crise sur le plan international. Et l'Ebola est venu. Il vous a dit, avec l'Ebola, les usines ont fermé, les investisseurs ne viennent pas, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire que les ressources, le gouvernement n'a pas de ressources. Parce que s'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas d'investisseurs, où est la douane? Où sont les recettes fiscales? Après avoir entendu ça, de la bouche du secrétaire général de la CCG, vous avez un autre qui va vous présenter nous, doléances, je ne sais pas quoi, etc. Hein? Et voilà, pam, 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 pam. Hein? Hein? Je crois qu'Amadou a parlé sur la presse de mars et l'autre a parlé à Conakry. Parce que sinon, on ne peut pas avoir deux discours aussi contradictoires, aussi opposés. Maintenant, en venant aux entreprises que vous avez citées, quand je suis venu, j'ai dit aux syndicats, des gens comme l'Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas de grève. Pourquoi il n'y a pas de grève? Parce qu'il y a tout constamment un dialogue entre le gouvernement et les syndicats, ils s'entendent toujours. C'est pourquoi il n'y a pas de grève. Et l'Allemagne est aujourd'hui le pays européen le mieux divisé. Il n'y a pas de crise en Allemagne. Mais, lorsque je vous ai dit, ne tuez pas la poule aux œufs d'or. Pourquoi Afrique a été fermée? Parce que votre base syndicale a donné le bâton pour nous frapper aux Russes. Ils ont fait une grève incontrôlée qui a permis à Rusal de fermer Priya. Et je vous l'ai dit, vous le savez. Vous le savez, je vous l'ai dit à nos rencontres. Vous parlez de Total Guy. Le Japon a décidé de nous soutenir, de financer Total Guy. Mais le financement des dons japonais a une condition. Il faut que l'État reste majoritaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné la majorité de Total Guy à Télécom Malaysia. Le Japon a retiré les fonds. Voilà la vérité. Et ensuite, par démagogie, lorsque une entreprise comme Orange emploie 10 personnes pour le même travail, Total Guy emploie 100. Comment voulez-vous que cette entreprise marche? Mais là, on n'a pas le courage de le dire aux travailleurs. On préfère que les travailleurs pour le dire. On n'a pas de courage de dire, voilà. Lorsqu'il y a eu la guerre entre l'Allemagne et l'Angleterre, l'Allemagne était sur le point d'envahir l'Angleterre. Le peuple anglais a fait la Churchill. Qu'est-ce que Churchill a dit au peuple anglais? Je ne vous promets que des larmes et du cerf et du sang. Larmes, sueur et sang. Mais c'est à ce prix que nous allons vaincre le nazisme. Il n'a pas fait la démagogie. Il y a des Anglais. On va tuer. On va voir. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont pleurer. Mais c'est ça qui nous fera vaincre. Et ils ont gagné la guerre. Bien que l'Allemagne avait des V1, V2, etc. Nous savons dans quelle situation est notre économie. Vous-même, c'est le secrétaire général, vous l'avez dit. Nous savons dans quelle situation est l'économie internationale. Alors, pour satisfaire à vos revendications, nous avons été obligés de renoncer à beaucoup d'autres dépenses de l'État, comme les dépenses d'investissement. Vous le savez très bien. Comment peut-on dire il fait nuit et en même temps dire il y a le soleil? Hein? Il faut savoir qu'il fait nuit aussi il y a le soleil. Donc, chacun de nous doit être responsable. Chacun de nous doit dire la vérité. Et quand on ne connaît pas, on ne dit pas. Je suis surpris d'entendre dire il faut redonner le sémaphore parce qu'il y a des preneurs dont le premier preneur. Mais pourquoi il est parti? Est-ce que les syndicats doivent se faire le tapis des gens qui mettent de cette à terre?
Mao a dit, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Quand on ne crée pas une situation, on n'en parle pas. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. C'est pourquoi on a fait le code minier. C'est pourquoi on s'est battu pour récupérer Simandou 1 et 2. Parce que Simandou 1 et 2 a été donné par corruption. Et celui qui l'a eu a vendu 51% à 2 milliards de dollars à l'État brésilien. Donc 1 milliard. Comment nous allons accepter et créer 5 milliards en Guinée et le peuple guinéen? Non. Et nous savons aujourd'hui que les actions sont financées par lui pour déstabiliser. Mais la Guinée ne sera pas déstabilisée. Oui, c'est clair. Donc, chacun doit être responsable. Il ne faut pas mentir aux travailleurs. Il faut leur dire la vérité. Il le dit encore. On a profité de son absence pour faire adopter. Aujourd'hui, ça fait des mois que nous menons en bataille avec Rissal sur notre droit. Pourquoi? Parce que nous voulons que les camions frigorifiques, les camions système, les camions qui ont encore pourtant la circulation ne viennent plus au port, mais qu'ils soient à Kagbelin. Pour cela, il faut faire une voie qui rejoint la voie de TBK pour permettre que le port sec soit désormais le port. À ce moment-là, on n'aura plus de camions système, ni de conteneurs, ni de double camions, que vous appelez. Mais, plus ça nous dit, le chemin de fer nous appartient. Mais enfin, le chemin de fer construit par la Guinée sur le sol de Guinée. Mais ils ont raison, parce que ceux qui ont ratifié la convention, on dit que le chemin de fer vous appartient. Mais, nous avons décidé que tous les chemins de fer en Guinée seront à multi-usage et mutualisés. Donc, maintenant, j'ai convoqué l'ambassadeur de la Russie ici. Voilà la situation. L'État prend ses responsabilités. Un, nous allons rénover la voie Frigia et faire rouler des trains bleus pour qu'il y ait un deuxième train de banlieue qui permette aux gens de moins souffrir dans le transport. Nous allons le faire. Le deuxième, là, ils vont partir du port, rejoindre du CBK, et désormais, les camions frigorifiques, les remorques, etc., seront désormais rechargés à Kagbelin et ne viendront plus embouteiller Conakry. Mais il a fallu combien de mois à cause de l'irresponsabilité des gens qui ont ratifié des contrats et même un bébé ne l'a pas ratifié. L'électricité. Le Japon avait donné Tombo 3 et 4 ou 2, je crois. Et ils allaient continuer. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez que les dons japonais, il faut que l'État soit majoritaire. Là aussi, vous avez donné la majorité à Hydro-Québec. Donc, le Japon a retiré le financement. Moi, j'ai le malheur de ne pas connaître les cadres guinéens. C'est mon frère qui connaissait les cadres guinéens, parce qu'il était là, il vivait avec eux. Mon malheur, c'est qu'il est mort 4 jours avant mon investiture. Sinon, la moitié des membres du gouvernement n'aurait pas été membres du gouvernement. Parce que lui, il les connaissait. Il savait qui était qui. Ileka m'a dit, dernièrement, ton petit frère est venu me voir à Bamako. Va voir ton frère. C'est un idéaliste. Il ne connaît pas les Guinéens. Ils vont le tromper. Ils vont le mettre dans la farine. Pardon, viens tous les jours, lui donner des conseils. J'ai dit, Ibeka, pourquoi tu as attendu pour me dire ça maintenant? Pourquoi tu n'es pas venu? Beaucoup de choses se sont faites. Mais, je commence à connaître maintenant. Je commence à connaître. Mais, j'étais aussi être patient. Je disais aux membres du bureau politique du RPG, certains d'entre vous sont plus intelligents que moi. Certains d'entre vous sont plus rusés que moi. Mais c'est quelque chose de plus que vous tous. Je suis plus patient que vous tous. En face de démocratie,
Mais je vous ferai remarquer que moi, je me suis opposé à la Première République et que j'étais condamné à mort par contumace alors que je combattais le front. La Deuxième République m'a mis en prison 2 ans et demi. Jamais le RPG n'a participé à un pouvoir, même pas au pouvoir de Kouyaté. Mais pourquoi le pays à terre? Pourquoi on est le dernier alors qu'on avait le premier? Le PIB du Sénégal, c'est 30 milliards. Le PIB de la Guinée, quand c'est arrivé, c'est 2 milliards. Comment pouvez-vous comprendre que le Sénégal, qui n'a que l'arachide, soit 15 fois plus riche que la Guinée? Il ne faut pas mettre la main sur les yeux des travailleurs. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Moi, je n'ai pas géré la Guinée. Je ne suis pas responsable des usines bazardées. La Guinée a été après l'Éthiopie, le premier pays africain noir à avoir des commandants de bord. Aujourd'hui, elle est en un avion. Notre armée a combattu vaillamment au niveau de la Sierra Leone. Joe, commandant du camp Borakel, on lui disait qu'il fait chanter vous appelez le 12-7. Tellement il était fort. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Le migre obsolète. Les hélicoptères obsolètes. Et il ne peut plus voler. Nous n'avons pas formé de cadres militaires. Nous avons 10 vedettes 9 au port, offerts par Abu Dhabi. On n'a pas de marins capables de les piloter. On en a 10. C'est maintenant, avec ces 10, on fait combattre la pêche clandestine. C'est maintenant qu'on est en train de les former. Allez au port, vous allez voir, 10 vedettes 9. Ils sont là. Ils peuvent nous permettre de gagner beaucoup d'argent dans la pêche. Abu Dhabi vient de nous offrir un avion à 2 hélices. Parce que l'avion que les Français nous ont donné ne peut pas aller très loin. Donc, il faut un avion de 2 hélices pour aller jusqu'à haute mer. Parce que certains pêcheurs baissent et ils vont à haute mer faire le transbordement. Donc, alors qu'un avion qui part de loin, on peut combattre cela. Mais il n'y a pas un seul pilote guinéen qui peut piloter cet avion. Nous sommes obligés de prendre un expatrié pendant quelque temps, le temps de former un pilote guinéen. Voilà la réalité. On masque au peuple. Voilà la réalité. Lorsqu'on a tiré sur moi et que j'ai décidé de grader les jeunes qui se sont battus, j'ai gradé jusqu'à adjudant. Adjudant chef, j'ai dit non, vous ne pouvez pas devenir sous-lieutenant sans aller en formation. Ils m'ont dit, président, on est d'accord. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des colonels qui ne savent même pas écrire leur nom? Il dit justement, je ne veux plus l'état de l'armée guinéenne. Tout le monde sait, lorsque nous sommes venus, quelle était la situation de l'armée guinéenne. Et aujourd'hui, le peuple a confiance à l'armée. Pourquoi? Parce qu'il y a une armée républicaine. On a fait la réforme de l'armée. Les juges, presque 60 ans après l'indépendance, on n'avait pas de conseil supérieur dans la magistrature. Et les juges étaient un des plus grands fossoyeurs de l'économie guinéenne. Parce qu'ils donnaient raison à celui qui avait tort parce qu'il avait donné l'argent. Nous avons créé le conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, il y a des juges qui ont été révoqués. Révoqués. On ne peut pas de publicité dessus. Il y a des juges qui ont été rétrogradés. Donc, désormais, il y a une structure, le conseil supérieur, parce que le président ne peut que suspendre des juges 2 ou 3 mois. Le conseil supérieur de la magistrature peut le révoquer. Je dis, nous le pouvons. Vous parlez d'insécurité. Mais, vous dites que le gouvernement n'a pas tenu ses engagements. Mais je ne sais pas si vous êtes à Conakry ou si vous êtes sur la fenêtre Mars. Je me demande. J'ai doté les gendarmes de véhicules blindés. On le voit en ville. J'ai doté les gendarmes de véhicules blindés pour que les gendarmes et l'armée s'engagent à lutter contre les coupeurs de route. Donc, les gendarmes ont maintenant des véhicules pour faire les patrouilles avec l'armée.
entre Koya et Kindia, Kindia et Mamou, Mamou et Farana, Farana et Daboula, Bouquet et Kundara. Alors je suis surpris quand on me dit ici, ah, on n'a pas respecté. Mais pour lutter contre les copains de route, il faut donner les moyens aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, s'ils n'ont pas. Ils vont aller comme ça, avec les véhicules blindés. Aujourd'hui, ils peuvent se battre parce que les autres sont des tueurs. Voilà la réalité. Ouvrez un peu les yeux. Bon, pourquoi il y a l'insécurité? Quand il reste un bandit, quelque temps après, il est dehors de la prison. Avec la complicité de beaucoup. Vous savez, il faut oser dire la vérité au peuple de Guinée. Un peuple n'avance que si ses dirigeants ont le courage de dire la vérité. Le peuple de Guinée est un peuple courageux, qui n'a peur de rien. Le peuple a osé dire non à 58. C'est un peuple courageux, qui sait accepter la vérité. Malheureusement, beaucoup de responsables ne sont pas responsables. Ce sont de la démagogie. Disons la vérité. Élevons la poule pour qu'il y ait plus dehors que de tuer la poule. Donc, quand je suis arrêté ici, je pense à ces braves femmes qui sont obligées de quitter à 6 h du matin pour aller au marché, vendre du poisson ou vendre des piments et qui sont des dernières à rentrer chez elles parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, il n'y a pas beaucoup de véhicules. Je pense à ces jeunes dont certains sont très mal formés. Pourquoi? Parce que chaque ministre qui vient crée une école privée. Chaque ministre qui vient crée une école privée. Et ces écoles privées forment des chômeurs parce qu'ils n'ont pas de niveau. L'État gaspille l'argent pour financer des universités privées qui forment des chômeurs. Ils forment des gens qui n'ont aucun niveau. Lorsque le roi du Maroc est venu, nous sommes partis inaugurer l'usine de farine. Il m'a demandé, est-ce que vous avez rencontré le responsable d'enseignement professionnel? J'ai dit non. Il a dit au chauffeur, arrêtez. Il dit non, majesté, attendez que ce soit un endroit où on peut s'arrêter. Et il a fait descendre de l'avion le directeur général d'enseignement professionnel. Il a dit, monsieur le président, l'université forme des chemins, il faut développer l'enseignement professionnel. Le ministre de l'enseignement, on a rencontré le directeur général. Le Maroc nous a envoyé des experts. Monsieur le ministre, il faut publier le rapport des experts marocains sur l'enseignement professionnel. Il faut publier maintenant que le peuple guinéen connaisse la vérité. Quand on voit le rapport, on a honte de ce qu'est notre enseignement professionnel. Heureusement, ils ont accepté de nous accompagner pour avoir un enseignement professionnel plus performant. Désormais, nous allons publier tout. On ne va plus permettre qu'il y ait des intermédiaires entre nous et le peuple pour mentir au peuple. On va publier tout pour que le peuple connaisse la vérité. Sur quoi on est arrivé? Vous me donnez un panier percé et vous voulez que j'enflouche ce panier d'eau. Il faut dire au peuple que le panier est percé. Voilà la vérité. Assez de démagogie, assez de mensonges. Il ne s'agit pas de plaire aux travailleurs parce qu'il y a les élections sociales. Pourquoi? Parce que vous allez les emmener dans l'impasse. Demain, on va tuer la poule aux œufs d'or et il n'y aura plus de poules, il n'y aura plus d'œufs. Vous avez été responsables. On s'est battu ensemble. Je vous ai dit, nous allons gouverner ensemble. Vous n'allez pas être assis là-bas revendiquer, moi là, en train de faire des bâtons. Vous l'avez fait pendant 3 ans. Pourquoi brusquement le dialogue disparaît et c'est le peu de force? Pourquoi? Que chacun revienne à la raison. Il y a la responsabilité du gouvernement. Parce que les ministres n'ont pas joué leur rôle. Ce qui est vrai. Mais c'est la situation de la Guinée. C'est le cas de Guinée. On ne va pas aller chercher des cadres sur la planète Mars. Que chacun soit responsable. La Guinée va avancer. La Guinée va changer. Que les gens qui veulent se changent, la Guinée va changer. Les voilà nous faire souffrir aujourd'hui. Mais nous sommes des musulmans, des croyants. Si Dieu t'amène le malheur,
et que tu restes fidèle à ta foi, il t'emmène le bonheur. Le voleur nous a fatigués. Mais s'il plaît à Dieu, nous allons transformer cela en une opportunité pour la Guinée. Mais c'est vous-même qui faites que le voleur ne parle pas. Vous dites, le voleur c'est faux. Vous cachez les malades. Vous refusez qu'on vous prenne vos températures. Vous dites, non, le médecin, qui te fait ça, il va te donner la maladie. Voilà pourquoi on a dû être les premiers. J'ai passé tout mon temps à sillonner le monde pour qu'on nous aide. On a été les premiers à finir. En forêt, depuis 50 jours, il y a Ebola 0. Ebola 0. Et la forêt est aussi peuplée que le Libéria. Pourquoi, quand je convoquais les gens, parce que je disais l'Ebola c'est une guerre, il faut un chef de guerre, on m'a accusé de mini-management pour les laisser libres. Pourquoi on n'a pas fait le même travail à Forcaya? Si on avait fait ce qu'on a fait à Forcaya, on n'aurait plus d'Ebola aujourd'hui. C'est Forcaya qui nous empoisonne. Parce que quand le Sierra Leone ferme, la malade fuit pour venir à Forcaya. Monsieur le ministre, vous pouvez rire, c'est votre préfecture qui nous empoisonne. Mais, s'il plaît à Dieu, nous allons bien que le Ebola. Mais avec la participation de tous. Voilà, travailleurs. J'aurais voulu parler autrement ce jour de 1er mai. Mais, on ne doit pas capter la bataille des travailleurs pour la transformer en démagogie. Vous avez dit que 4 ouvriers ont été pendus parce qu'ils avaient eu le courage de mobiliser leur base pour faire face. Un responsable doit être capable de diriger sa base, non pas avoir peur de sa base. Il doit dire la vérité. C'est ça qui fait qu'un pays avance. Nous voulons toujours travailler avec les syndicats, comme en Allemagne. Nous voulons discuter. Quand il y a 10 sur la table, on dit il y a 10 quand on perd. Mais quand il y a 10 sur la table et que vous allez dire aux gens qu'il y a 20, on va sauter les 10 autres là où? Voilà la vérité. Donc, laissez-nous décider. Ne parlez pas de sémaphore parce que vous ne connaissez pas. Sinon, on va dire que vous avez été payé par ces messieurs pour venir demander à la face de la Guinée qu'on lui donne. C'est lui qui a fermé un parti. Il a voulu voir ça dans le coin de la Guinée. Ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, on respecte la Guinée. Tu fais ça, tu pars. J'étais à Kamsa, aux miniers. Je remercie les miniers qui sont restés. Je leur ai dit, toutes les gens qui sont partis, maintenant, les gens qui viennent exploiter chez nous, et qui ont un malheur de puits, pourquoi on va les accepter? Alors, messieurs les syndicalistes, faites des enquêtes. Ne vous faites pas complice des ennemis de la Guinée. Quand vous ne connaissez pas, demandez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà ce que je vais vous dire. Félicite pour votre mobilisation. Vous avez fait une mobilisation grandiose. On est fiers des travailleurs guinéens. Mais il ne faut pas oublier non plus que 70% de la population guinéenne est formée par les paysans. Les paysans qui étaient oubliés hier. Parce que le gouvernement avait fait des villes, des grèves. Aujourd'hui, allez demander aux paysans comment ils vivent. C'était dans tout le monde, ce gouvernement, le ministre. Alors, moi aussi, je vais leur poser la question. Où est votre bilan? Alors, pardon, soyons responsables. Travaillons ensemble pour faire avancer ce pays. Travaillons dans la vérité. Quand un syndicaliste me dit, les gens souffrent, le niveau de baissé. Mais il comprend, il ne sait même pas ce qu'est le niveau de vie. Voilà, il ne sait pas. Le niveau de vie, c'est le pouvoir d'achat. Alors, quand un fonctionnaire qui touchait 900 000 en 2010, touche aujourd'hui 2 millions et quelques, alors que l'inflation est passée de 21% à 9%, etc. Et qui dit que le niveau de vie a baissé. Mon cher, ne trompez pas les travailleurs. Ça ne sert à rien qu'il ait 2 millions. Si avec 2 millions, il ne peut pas acheter le riz pour 1 million. Mais, acceptons d'apprendre. Nous ne sommes pas paresseux. Nous sommes paresseux. Nous ne voulons pas apprendre. C'est ça que les Sénégalais ont comme avantage sur nous. Ils sont curieux, ils lisent, ils apprennent. Nous, on est paresseux. Quand on quitte son ministère ou son bureau, on va courir les petites filles. Voilà, on est content. On n'apprend rien.
Alors, il faut restituer le 1er mai dans sa véritable nature, la bataille des travailleurs pour la défense de leurs intérêts et la défense de l'intérêt national. Parce qu'il ne peut pas avoir l'intérêt des travailleurs si l'intérêt national est mis à terre. C'est quand le pays avance que tout le monde avance. Voilà le travail que je vais vous dire. Moi, je ne vais pas vous parler pour que vous votez pour moi démagogiquement. Non, je vous dirai la vérité, que ça plaise ou pas. Parce que c'est la vérité qui traverse le pays, pas la démagogie. C'est bien de dire camarade, salut, camarade, salut. Mais moi, je l'ai fait. Quand vous vous couchez sur le gouvernement ici, moi, je fais des camarades, salut. Pendant que certains d'entre vous se couchaient devant le gouvernement ici. Alors, c'est de négocie. Merci, camarade.